regardez-moi ça. Regardez-moi ça, je ne vous avais pas menti avec la cheminée, avec le bois qui crépite, de venir écouter la lecture au coin du feu. Je vous l'offre, le feu. Dites-moi si le son c'est bon, si c'est ok pour vous. Alors du coup, je vais lire de Quinconce, je vais mettre comme ça de côté, donc on verra de côté, mais c'est pas grave. C'est pour le moment de faire une chute. Ah oui, ça c'est sûr. Oui, il voulait aller en hauteur pour se sentir plus en sécurité, oui, je me doute. Alors, m'est venue une idée quand j'ai écrit la note, je me suis dit au coin du feu, mais c'est vrai ça, il y a des vidéos de feu parce qu'ils en ont même mis une sur Netflix, elle dure 1 heure. Et je me suis dit, oh trop bien, au moins là il n'y a pas de problème de droit d'auteur, etc., etc., parce que c'est un feu qui crépite, hein. Donc, je me suis dit, allez, zou, je vais mettre ça, je vais le mettre en grand écran. Et après, on lira, on fera les histoires crépies. Alors, le premier, c'est un recueil d'articles paranormaux. Ils ont des restes de vie de chat sauvage et un chat sauvage, pas bien, reste en hauteur pour se protéger. Oui, c'est vrai, parce que regarde, moi, Lily, elle ne s'entend pas particulièrement bien avec... oui, mais ça, la mère, ce sera pour l'été. Elle ne s'entend pas particulièrement bien avec Olympe. Elles ont des frictions. Alors, elle dort au-dessus du meuble de cuisine. Je lui ai mis une caisse pour elle se mettre dedans, une grande caisse. Elle va se mettre dedans, elle est contente et elle se sent à l'abri et protégée. Donc, c'est très bien comme ça. Donc, le bruit du feu, est-ce que c'est bon pour vous? Réchauffez-vous hein, au coin du feu. On sent la chaleur de la cheminée. Il marche pas ton feu, je le vois, mais ça réchauffe pas. Mais si, moi je le sens. Qu'est-ce que tu racontes? Moi j'aime bien aussi le bruit de l'eau, mais de l'eau qui tombe du ciel, donc de la pluie. Ça j'adore. Le bruit de la pluie avec l'orage, ça c'est un truc que j'adore. J'adore. Oui, il faut laisser le temps que le cerveau y réalise. Tout à l'heure, parce que tout le temps où j'étais ici occupée au PC, oui, c'est ça. Eh bien, je l'entendais. Coucou, Love, comment vas-tu? Jadou. Ah, ben tu vois, tu vas avoir en stéréo. Chaud. Mais pas l'eau qui coule d'un robinet, ça donne envie d'aller au WC. Oui, ou l'eau d'une rivière. Ça va, ça va. Comment fait-il au Québec? Pas trop froid? Alors, les premières histoires, c'est un recueil d'articles paranormaux. J'ai pas pris le temps de scruter plus que ça, donc je vais vous donner les informations là d'un coup. Il y en a plusieurs. La première a été publiée le 28 du 5. Non, aujourd'hui, c'est moins froid que la semaine passée. Il faisait moins 23. Ouh là là, moins 23. Là, il fait moins 6. À nous, il fait moins 2. Enfin, tout à l'heure, j'ai regardé, il faisait moins 2. Là, maintenant, il fait peut-être plus froid. Ouais, oui, clairement, ça va entre moins 23 et moins 6. J'avoue. Et on se plaint, nous, hein, quand on a moins 3 ou moins 4. Hein. C'est ça, Caro. Moi, j'aime bien quand il gèle et qu'il y a de la neige et qu'on a du soleil, comme on a eu hier. J'adore ça. Il fait super froid.
avec le gel et la neige, mais avec le soleil, c'est tellement plus agréable que d'avoir un temps maussade et gris, et, et c'est tellement mieux. Bon, la première, c'est donc elle a été publiée le 28 du 5 2015 à 8h10 par Frank Hanson. Il raconte à quelques kilomètres du Touquet, le village du Cuc dans le Pas-de-Calais a été victime de phénomènes paranormaux dimanche et lundi dernier. Dans l'une des deux stations-service, le téléphone est tombé en panne, la caisse est tombée par terre, les pompes à essence se sont déréglées et les bouchons des bidons entreposés se sont tous mis à sauter. Le gérant de cette station aimerait bien comprendre pourquoi ces phénomènes sont apparus. Tout le stock d'huile de la station et les bouchons ont sauté. Dans la cuisine de mes parents, c'est pareil, tout a explosé. Lundi, ça a recommencé. Le matériel informatique est tombé par terre. Il n'y a plus rien qui fonctionne. On ne peut pas l'expliquer. Cela fait 50 ans que le garage existe et il n'y a jamais rien eu de semblable. Les pompiers et les gendarmes se sont rendus sur place. Le secteur est en danger, mais beaucoup de questions étranges perdurent. Cela fait un peu peur parce qu'on ne sait pas ce qui est en train de se passer. C'est bizarre. Je crois que ces choses-là, ce n'est pas humain, ce qui fait ça. Ah, les fameux bidons sauteurs. Oui, les fameux bidons sauteurs. D'ailleurs, pour parler de faits étranges, je vous avais déjà parlé de mon réveil. Eh bien, ce matin, quand j'ai été me coucher à 4, enfin quand j'ai dormi, plus précisément parce que je suis montée regarder la télévision plus tôt, quand j'ai été prête à m'endormir, il était 4h18 et mon réveil affichait 22h28. Quand je me suis réveillée ce matin, le réveil avait repris l'heure normale. Donc je n'ai pas d'explication. Le deuxième poste date aussi de 2015. Ça se passe le 21 août 2015 à 12h38. Coucou Méphisto. Sur la page Facebook de Chasseurs de fantômes, un post récent a déclenché des débats passionnés. L'un des membres de cette association, établie dans l'État australien du Queensland, pense en effet avoir réussi à photographier un revenant. En se promenant dans un parc national près de Kombura, à 50 km du sud de Toowoomba, le chasseur a pris des clichés à proximité d'une fosse remplie d'eau, connue pour plusieurs suicides qui s'y sont déroulés naguère. L'auteur de la photo a raconté s'être senti observé durant la prise de vue, mais sur le moment n'a distingué aucune présence tangible. Ce n'est que de retour chez lui, en observant les images sur son ordinateur, qu'il a connu un véritable choc. Sur l'une des vues, en effet, apparaît une forme qui se confond avec un tronc d'arbre et qui pourrait être, selon son auteur, un authentique fantôme doté d'une courte barbe et vêtu d'une surprenante veste rougeâtre. En travaillant sur les filtres de l'image, cette silhouette semble se détacher avec netteté de son environnement. Le cas a été âprement discuté sur les forums, attirant nombreux commentaires convaincus ou incrédules. Alors, sur ce cas de figure, c'est vrai que ça peut être en effet une prise d'une entité,
mais ça peut être aussi une pareidolie visuelle. Euh, ou ça peut être quelqu'un qui se cachait et qui a été pris en photo sans s'y attendre aussi. La troisième a été publiée par le Train Fantôme en septembre 2014. C'était peu après le jour de l'an. Il faisait nuit noire et froid. Comment ça se fait? Ah oui, c'est raconté au jour de... Ouais, d'accord, ok. Nous roulions en direction de Ville-Maréchal, un petit village du sud de la Seine-et-Marne, quand sur la route, avant d'arriver au lieu dit La Fontaine, nous avons soudain aperçu des silhouettes qui la traversaient. J'ai arrêté brusquement la voiture. Devant nous, il y avait un groupe de personnages avec des capuches et des vêtements semblables aux soutanes que portent les moines. Le premier tenait une croix au bout d'un bâton. Nous avons pu compter 6 de ces moines. C'était une sorte de procession. Il y avait une lumière blanche et diffusée autour d'eux qui faisait penser à de la phosphorescence. Ils ne faisaient aucun bruit et avaient l'air de ne pas toucher le sol quand ils se déplaçaient. Ils ont traversé la route, puis le champ, et se sont enfoncés dans les bois, juste sous la ligne de haute tension. J'ai appris plus tard qu'il y avait eu une chapelle dans les bois à cet endroit. C'était peut-être les fantômes des moines qui vivaient dans cette chapelle. Intéressante cette histoire. Vous réchauffez là? L'histoire suivante n'est pas datée. Il n'y a pas de date ni d'année. Madame Dupont, nous la nommerons ainsi car elle désire garder l'anonymat suite aux problèmes engendrés par cette affaire. Elle habite une maison de cité à Douai, dans le nord de la France, Audrey. C'est un ancien coron minier d'une bonne centaine d'années d'existence, mais toujours entretenu et en très bon état au moment des faits. Madame Dupont vit seule avec sa fille de 12 ans. Sa situation financière est stable, elle est employée de mairie. Son état de santé l'est tout autant. Rien ne laisse alors présager à de quelconques troubles pouvant discréditer les faits qui vont suivre. L'affaire se déroule entre janvier 1985 et septembre 1990. La source vient de la Voix du Nord. J'ai peur de cette histoire. Pendant toute cette période, chaque soir, Madame Dupont entend clairement un bébé pleurer dans le grenier. Des pleurs de nourrisson distincts et terrifiants, comme si on égorgeait cet enfant tous les soirs. Attendez, j'ai besoin de ma souris. 4 ans de peur, de questionnement et de crainte. Au début, je gardais pour moi cette histoire. J'avais peur de choquer ma fille, raconte Madame Dupont. Mais tout a basculé le jour où c'est elle-même qui a avoué entendre également ces cris. C'est à ce moment-là que Madame Dupont prit la décision d'alerter ses voisins. Nous les entendons également en rétorque les pauvres voisins stupéfaits qui pensaient simplement que Madame Dupont avait gardé un bébé en bas âge. Convaincue de la bonne foi de sa voisine, Madame Coppins, donc là au copain, la voisine, décide alors de passer une nuit dans le grenier de Madame Dupont. Durant la nuit, les cris se font entendre, la charpente craque et Monsieur Copain raconte avoir vu se matérialiser devant lui une femme et son enfant. Une espèce de voile blanc flottant. Je pouvais voir distinctement une dame très jeune avec un regard vide. Elle portait un enfant dans les bras et ce dernier hurlait comme un cochon qu'on égorge. Monsieur Copain n'est pas resté plus longtemps, on le comprend.
Sans vouloir s'enfuir lâchement, il invita les Dupont à finir la nuit chez lui. Son témoignage fut pris très au sérieux quand Madame Dupont retrouva une photo où l'on distingue de manière indéniable une forme apparaissant aux côtés de sa fille en 1983. Photo qui, à l'époque de son développement, n'attira que des sourires blagueurs. Il fut ensuite décidé d'entrer en contact avec des organismes spécialisés de médiums officiels. Ils sont venus de Belgique afin enfin un exorcisme fut réalisé sans grand résultat. Plus de 10 témoins ont entendu les cris. Personne n'a jamais néanmoins revu cette femme fantôme et son bébé qui devait hanter le grenier de cette demeure. Même s'il subsiste certaines photos troublantes et des enregistrements audio de cris de bébé que nous présenterons dans un témoignage d'époque numérisé, en 2001, Madame Dupont et sa fille ont été relogées par la mairie de Douai. Elles gardent toutes deux des séquelles de cet épisode de leur vie. Le coron en question a été rasé en 2003. Personne n'a heureusement jamais reloué la maison après le départ des Dupont en 2000. Oh, ça m'aurait bien plu d'aller faire un tour, moi, dans ces corons. Dommage qu'ils ont été abattus. C'est vraiment très dommage. C'était le dernier témoignage paranormal. L'histoire suivante s'appelle « Nouveau soupçon sur l'insaisissable Grelet ». Auteur de 3 meurtres et 6 viols entre 1986 et 1994 à Paris et en Île-de-France, ce criminel, trahi par son ADN, mais jamais identifié, aurait aussi tué une lycéenne en Seine-et-Marne en 1994. La police, à son ADN, connaît son mode opératoire et dispose même d'un portrait robot. Malgré ces indices, le tueur en série, implacable, surnommé le Grelet, à cause de son visage marqué par des cicatrices, n'a toujours pas pu être identifié. Les policiers de la brigade criminelle de Paris, au 36 quai des Orfèvres, passent tous les jours devant son portrait affiché sur les murs. Depuis 29 ans, il est leur obsession. L'enquête se poursuit toujours. 7 juges d'instruction se sont toujours penchés sur ce tueur, en vain. Et il se pourrait qu'un nouvel homicide lui fût imputé, s'ajoutant aux 3 meurtres et 6 viols dont il est également soupçonné. La première chose fut le rapprochement avec le meurtre de Karine Leroy. Ce tueur inconnu est désormais soupçonné d'avoir tué Karine Leroy, 19 ans, disparue le 9 juin 1994 au pied de la cité de Beauval, à Meaux, alors qu'elle se rendait au lycée. Son corps fut découvert le 12 juillet dans un bois de Monceau-les-Meaux. Le rapprochement entre ce meurtrier et le Grelet a été récemment opéré par la brigade criminelle qui voit la patte de ce tueur implacable. Actuellement, des expertises ADN recherchant encore des traces biologiques du Grelet sont en cours sur des scellés du dossier Leroy, notamment sur le chemisier et les sous-vêtements de la victime. Une longue liste de proies. Le Grelet est suspecté d'avoir déjà tué à 3 reprises à Paris. Parmi la liste des victimes que les policiers lui attribuent, il y a Cécile Bloch, 11 ans, mortellement poignardée et violée le 5 mai 1986 à Paris, au 3e sous-sol de l'immeuble où elle vivait, dans le
14e arrondissement, dans le 19e arrondissement, excusez-moi. Mais aussi Gilles Politi, 38 ans, mécanicien d'Air France, et Irgar Müller, 20 ans, jeune Allemand, au père au sein d'une famille. Tous deux tués le 29 avril 1987. Une liste macabre qui compte également 5 autres jeunes filles violées, ainsi qu'une seconde étudiante allemande, des faits échelonnés entre 1986 et 1994. Ces 9 dossiers, à l'exception du dossier Leroy, sont actuellement dans les mains du juge d'instruction. L'utilisation du logiciel Salvac, qui analyse entre autres les modes opératoires, a été déterminante pour élaborer un lien entre certains de ces dossiers et celui de Karine Leroy. C'est la méthode de mise à mort de la lycéenne qui a guidé les enquêteurs. Un homicide par garrot espagnol qui ressemble à celui utilisé pour tuer Gilles Politi et Ingar Müller, la fille au père. Politi, qui travaillait de nuit à l'aéroport de Roissy comme mécanicien, a été retrouvé nu à son domicile par son épouse hôtesse d'accueil. Il avait les poignets et les chevilles attachés par des ceintures volées dans les armoires du couple et tressées en lanières qui passaient par son cou. Un tisonnier a servi à resserrer les liens sur la gorge et il est mort étouffé. La fille au père, dont le grelais a pu être un amant occasionnel, était, elle, attachée les bras en croix avec une corde autour du cou au montant d'un lit superposé, la trachée égorgée. Des traces de brûlure de cigarette étaient présentes sur son corps. Quant à Karine Leroy, son cadavre est retrouvé par les gendarmes en 1994. Elle est allongée sur le dos à l'entrée d'un bois. Elle a un feuillard lacé autour du cou, torsadé avec un bâton derrière la nuque. Une technique similaire au garrot espagnol. Il y a de surcroît autour de son cou un fil électrique double avec un nœud coulant. Un paquet de cigarettes dans lequel il en manque une est également découvert à proximité du corps. Charmant, n'est-ce pas? L'éventuelle mise en cause du grelais dans son meurtre de Karine Leroy viendrait s'ajouter à une longue liste criminelle. Son dernier méfait connu était l'enlèvement d'Ingrid, 11 ans, à Montrimori, alors qu'elle faisait du vélo. La fillette a été retrouvée, violée et attachée à un radiateur dans une ferme abandonnée dans l'Essonne le 29 avril 1994. Les analyses en cours devraient probablement permettre de savoir si les doutes des enquêteurs de la brigade criminelle se confirment. Doutes partagés par les avocats de la famille Leroy, qui avait obtenu début mai la réouverture de ce dossier par le parquet de Meaux en Seine-et-Marne. Cette histoire me dit quelque chose. Je me demande si je ne l'ai pas, vu quelque part dans des histoires qui ont eu lieu avec des criminels ou un truc comme ça, genre faites rentrer l'accusé ou un truc comme ça. Parce que cette histoire me fait vraiment penser à une histoire que je connais. Mais il me semble pas que... Enfin, peut-être que c'était son surnom, le grelier. Mais il me semble pas... Le surnom ne me dit rien. Ce sont plus les victimes et de la façon dont elles ont été tuées qui me dit quelque chose. Le procédé utilisé me rappelle quelque chose, mais je ne sais plus quoi. J'ai déjà regardé tellement d'émissions criminelles, déjà fait tellement de recherches sur
Si, le grelet. Oui, mais est-ce qu'il n'avait pas un autre nom après? Parce que depuis, je suppose qu'il a dû être arrêté. Le grelet, c'est ça. Ça me dit vraiment quelque chose, hein. Je suis quasiment sûre et certaine que si j'en ai pas parlé sur la chaîne, j'ai dû le voir quelque part. Parce qu'on a fait des lives sur des tueurs en série, etc. Mais je ne me rappelle pas de vous en avoir parlé, mais il me semble que c'est passé. Il est passé à la TV aux 12 coups de minuit, il me semble. Oui, mais après, je regarde pas la TV. Donc... Mais j'ai dû le voir quelque part, hein. J'ai dû le voir quelque part, alias François Vérove. Ça a été dans les journaux. Oui, ben alors, c'est peut-être dans les journaux. Attendez, dans ces années-là, de 1985 à 1994, j'étais en âge de... Ça se trouve, j'ai vu dans les journaux. C'est possible. Et ça m'est resté en mémoire, apparemment. Et je me demande si Ryan s'est endormi. L'histoire suivante parle de l'Antéchrist. Cette histoire va vous faire penser à un film. C'est la femme à Michel Delpech qui a aidé pour l'enquête. Ah, merci, c'est pour ça. C'était un gendarme et il a enquêté sur ses propres méfaits. J'ai lu son livre, elle en a parlé. Oui, d'accord, ok. Oui, maintenant je vois. Merci beaucoup. Tu as éclairé ma lanterne. Alors, donc l'histoire suivante, vous allez voir qu'elle va vous faire penser à un film, pour ceux qui regardent les films dits d'horreur. Parce que c'est pas vraiment un film d'horreur, mais bon, ça a été considéré et mis dans les films d'horreur. Et le film, c'est Damien. Aujourd'hui est un jour très spécial, car c'est enfin la naissance de mon petit frère. Je suis toute excitée par cet événement. Après tout, je suis sa grande sœur. Je m'appelle Leila et j'ai 16 ans. La chose la plus bizarre que j'ai en moi, c'est que je suis née avec une sorte de marque sur le front, un peu comme une bosse. Depuis que j'ai passé mes 10 ans, elle ne se voit plus, mais cela m'intrigue beaucoup d'avoir cette marque. Je reçus un appel de l'hôpital. Ma mère avait accouché de mon petit frère et il est en parfaite santé. Il me tarde de voir sa petite bouille. Harry Potter. Quand je suis allée à l'hôpital, après avoir parlé avec ma mère, j'ai voulu voir mon petit frère à la nurserie. Quand je suis rentrée dans la pièce, j'étais un peu mal à l'aise, j'avais la chair de poule, il faisait froid et il y avait une atmosphère malsaine dans l'air. Les bébés pleuraient tellement que je pensais qu'ils souffraient. C'est étrange, mais le seul bébé qui ne pleurait pas était mon petit frère. Il avait un sourire néfaste pendu à ses petites lèvres qui me donnaient froid dans le dos. Mais le plus étrange, c'est que lui aussi avait la même bosse sur le front que moi, mais beaucoup plus voyante. Je ne connaissais pas encore son prénom. C'est en regardant son bracelet autour de son poignet que j'ai appris que mon petit frère s'appelait Damien. Les années passèrent. Damien avait maintenant 6 ans. Il n'était pas comme les autres enfants de son âge. Il était plus renfermé sur lui-même et très solitaire. Quand je l'emmenais au parc pour jouer avec d'autres enfants, il me demandait pourquoi je jouerais avec ces brebis alors que plus tard, ils seront tous mes esclaves. Non, c'est pas Harry Potter. Ces mots me choquèrent tant que je suis restée bouche bée.
Mais le lendemain, c'était le jour du baptême de Damien. Ce fut un désastre. Damien avait mordu et insulté le prêtre dans une langue inconnue. Ma mère, incapable d'élever Damien, souffrait d'une grosse dépression. J'étais seule avec lui pendant plusieurs jours et plus il défilait, plus je commençais à avoir peur de lui. Un soir, ma mère me demanda de venir dans sa chambre pour me parler. Son état était encore pire que les jours précédents. Elle se confessa. Il faut que je te dise la vérité sur Damien. Il y a une lettre dans le tiroir de la salle. Va la chercher et lis-la. Tu sauras la vérité avant qu'il ne soit trop tard et peut-être que tu pourras l'empêcher. C'est ça. Exactement, Chadou. C'est semblable, similaire, sans lettres. Après ces mots, ma mère réclama un verre d'eau. Je partis dans la cuisine remplir sa tasse quand un cri résonna dans le couloir. Je courus aussi vite que je pus, mais mon cœur frôlant l'explosion et couvert de sueur froide, j'ouvris la porte et vis Damien planter ma mère avec une multitude de coups de couteau de cuisine. Il se retourna et dit « Ne t'inquiète pas, ma sœur. Maman me donne juste son âme pour que mon règne débute. » Terrifiée, je saisis la clé de la chambre, ferma la porte de l'extérieur de la chambre et fonça chercher cette lettre si importante aux yeux de ma mère. Je la sors du tiroir, je l'ouvre, elle contient le papier de naissance de Damien, où il est écrit qu'il est né le 6 juin 2006 à 6 heures du matin. Sur l'autre feuille, un texte biblique, l'Antéchrist, fils du démon, ennemi sans scrupule, annoncera la fin du règne des hommes. Lorsque son sang sera versé, alors s'ouvriront les portes de l'enfer et plus rien ne pourra l'arrêter. J'étais bouleversée et confuse. Coucou Stella, mon frère est le fils du diable. Je ne crois pas à ces conneries, ça n'existe pas. Vite, il faut que je prévienne la police. Je courus vers le téléphone et composa le 17. Commissariat, j'écoute. Allô, allô, répondez. Je ne peux pas parler. Du sang coule de ma bouche, je suffoque, impossible de dire un mot. Je sens quelque chose dans mon dos, c'est froid. Je tombe par terre, je sais que je suis en train de mourir. Maman, pardonne-moi, je n'ai pas pu l'en empêcher. J'entendais pas vers moi, Damien, c'est lui. Je vis ses yeux rouges luire dans le noir, il s'avance lentement vers moi et me dit quelque chose. Leïla, ma pauvre sœur, ton âme est mienne maintenant. J'ai honte que tu sois ma sœur, tu es comme maman, une impure, un mouton. Il est temps que mon règne débute. La fenêtre, je n'avais pas fermé la fenêtre de la chambre. Je ne sais pas pourquoi, à la fin, elle parle de la fenêtre, mais que soit. Ah, c'est vrai, bon anniversaire, Jo. Point d'exclamation, anniversaire sur le live, s'il vous plaît, pour l'anniversaire de Jo. Parce que moi, je ne saurais pas le faire, parce que je dois le faire de l'autre. J'arrive pas à écrire ici sur le Streamlabs. Je sais pas pourquoi. Merci. Oublie le passé, concentre-toi sur ton avenir. C'est passé trop vite. Une bougie qui s'ajoute à ton cadeau et 365 jours de souvenirs dans ta mémoire. Joyeux anniversaire. Chaque année te rend plus unique et extraordinaire. Que ton anniversaire soit aussi exceptionnel que toi. Voilà. Ça te fait 49 alors maintenant. Je retire des années.
Maintenant que nous sommes sortis des histoires de Damien et de l'Antéchrist, merci, merci, 51 moins 1, ça fait 50. Moi, je suis passée de 55 à 54. Jo. L'histoire suivante s'appelle Le fantôme de la route de Live Oak. Jo, c'est l'oie, c'est l'œil dans le noir. Non, non, c'est pas ce Jo-là. C'est Miao Mix. Miao Mix, c'est Jo. C'est une fille. Jo, c'est un garçon. Jojo, tu parles de Jojo. Tu parles de Jonathan. Moi, je trouve que c'est cool, on rajeunit. Ouais, tout à fait. Non, c'est pas moi. Mais Jo, suivez Jojo. Tu sais quoi, Jo, j'ai rêvé cette nuit que avant de lancer un de mes lives, alors c'était un vendredi, ça je suis sûre et certaine, avant de lancer un de mes lives, je voyais que Jojo, il avait lancé un des siens et qui m'avait fait un message pour me dire qu'il restreamait. Donc j'espère que ce rêve va être réalité. Alors donc, un dimanche, lorsque Stéphanie Tucker revenait en voiture de l'église avec sa sœur Misty et leur invité étudiant pakistanais Moni, Misty remarque une jeune fille au bord du chemin. Elle est envahie par le sentiment que quelque chose n'allait pas. Quand Stéphanie fait demi-tour avec sa voiture pour vérifier ce qu'il pensait avoir vu, il découvre que c'était en fait un adolescent assis. Il avait les genoux recroquevillés, se balançant. Ils avancent doucement, puis se tournent à nouveau, mais la fille a disparu. Tous trois roulent maintenant depuis quelques kilomètres quand Misty voit tout à coup la jeune fille à nouveau dans les phares. Misty commence à paniquer car elle a kiss. Attendez, il y a une faute. Ouais, il y a une faute. Elle a la conviction que ce n'est pas humainement possible de se déplacer si loin et être vue comme ça. Elle tombe malade d'un mal d'estomac, mais Stéphanie insiste pour qu'elle s'assure que la jeune fille n'ait pas besoin d'aide. Craignant le pire, Misty, effrayée, commence à s'enrouler dans une position fétale dans la voiture, convaincue que la situation était très mauvaise. Stéphanie se penche à la fenêtre pour voir si la fille a besoin d'aide. D'un coup, la fille se tourne vers eux. Elle n'a pas de visage. Son visage est creux et il n'y a rien à la place. Stéphanie, une conductrice généralement très prudente, accélère et rentre à la maison en 10 minutes. Elle appelle les secours et fait état d'une jeune fille se promenant sur le bord de la route qui avait peut-être besoin d'une assistance. La police a fouillé partout, mais n'a rien trouvé. Misty découvrira plus tard qu'une fille de son école était décédée dans un accident de voiture à l'endroit même où ils ont vu la jeune fille sans visage. Ah, merci pour vos bons anniversaires et vos petits cadeaux d'anniversaire. Moi, je veux bien un petit gâteau aussi, mais pas d'anniversaire, parce que c'est passé. Est-ce que tu te réchauffes, Chad? L'histoire suivante parle d'amis imaginaires. C'est un recueil d'histoires des amis imaginaires d'enfants. Laurel et Brian ont eu l'enfant qu'ils avaient toujours voulu, Isabelle. Alors,
ils ont décidé d'acheter une maison à Baltimore, dans le Maryland. L'endroit qu'ils ont trouvé était moins cher que prévu et avait énormément de potentiel et semblait être un véritable cadeau. Un jour, Isabella a commencé à parler avec quelqu'un du nom de Emily. Laurel et Brian pensaient que leur fille avait créé une amie imaginaire car Isabelle parlait à Emily comme si elle était assise à côté d'elle. Les choses semblaient normales dans un premier temps, mais Emily a commencé à se manifester en cassant une statue de porcelaine et en annonçant à Isabelle qu'elle ne voulait pas de Laurel ici. Effrayée, Isabelle dit à sa mère qu'Émilie lui voulait du mal. C'est alors que Laurel a commencé à penser que sa fille avait besoin d'aide médicale. Après divers autres événements, ils font appel à des spécialistes. Un médium insiste pour qu'ils prennent les Bibles rangées dans la bibliothèque. Les 2 Bibles familiales ont été sorties de la maison, mais il y en avait une autre. Les parents retournent dans la chambre d'Isabelle et découvrent une 3e Bible qu'ils ne connaissaient pas. Alors, une bougie rouge allumée a volé à travers la pièce, la cire éclaboussant les murs comme du sang. Brian se rend compte que la situation devient trop violente. Cette nuit-là, après que Laurel se soit endormie, l'esprit a repris ses attaques contre Brian. Laurel était convaincue qu'elle allait mourir, mais réussit à s'échapper. Ils ont donc pris la décision qu'il était temps de partir de cette maison et sont partis dès le lendemain pour ne plus y revenir. La famille n'a éprouvé aucune activité paranormale depuis. Les nouveaux propriétaires, eux, ne seraient restés que plusieurs mois. Quelque chose aurait forcé la famille à partir. Ça existe dans de nombreuses histoires de cas de maisons dites hantées, etc. Il y a énormément de cas où les familles ne sont pas restées pour X ou Y raison. J'ai vécu moi-même des faits assez troublants quand j'habitais à la maison avant de venir ici à Boussu-Bois. Alors, je n'ai jamais su si c'était vraiment lié à l'EMI que j'avais faite et que on me mettait face à des situations pour moi réagir et pour moi intervenir et que c'était fait pour me faire comprendre que j'avais évolué dans un monde qui n'était plus pareil que celui d'avant, ou si c'était quand ma fille et son amie Isabelle, qui à ce moment-là était très jeune, avaient ouvert une séance de spiritisme et avaient fait quelque chose qu'il ne fallait pas. Tout ce que je sais, c'est que la maison en face était la maison de l'amie de ma fille et que elle aussi, elle avait des phénomènes chez elle. Donc, j'ai jamais su si c'était lié à cette gamine, si c'était lié à la maison, si c'était lié au lieu, etc. Pauvre Stella. C'est de ta faute, Stella. Sans rien faire, c'est de ta faute. Alors, l'histoire suivante s'appelle... c'est aussi un témoignage d'enfants par rapport à une histoire d'amis imaginaires. Je suis nouvelle ici et je me suis inscrite uniquement pour parler de cela. Ça m'inquiète vraiment beaucoup. J'ai une fille de 5 ans et récemment, nous nous sommes installés dans un nouvel appartement suite à la séparation d'avec le père. Et là, elle a commencé à avoir un ami imaginaire. Au début, je ne me suis pas inquiétée. Je me suis dit que c'était sa réaction à la séparation, même si ça s'est quand même
pas mal passé et qu'elle voit son père très souvent. Mais ça fait plusieurs mois maintenant et son ami imaginaire commence à me faire vraiment peur. Je m'explique. Elle dit qu'il s'appelle Joseph. Nous ne connaissons pas de Joseph. Attendez, j'ai mon pied qui m'a mis. Nous ne connaissons pas de Joseph et qu'il est un peu plus vieux qu'elle. Au début, elle ne faisait que dire qu'il jouait avec elle. Il montrait à faire des châteaux de sable, ils jouaient à cache-cache ensemble, etc. Bref, rien pour m'inquiéter. Éventuellement, elle a commencé à exiger qu'il mange à table avec nous et a demandé un deuxième oreiller pour lui. Je lui ai permis, après tout ça, ça ne me dérangeait pas d'entrer dans son jeu. Pour moi, rien n'était grave. Mais plus elle me parlait de Joseph, et plus cette histoire commençait à me mettre mal à l'aise. Elle disait qu'il devait dormir et manger avec elle parce qu'il se sentait seul. Elle m'a dit aussi qu'il était tout seul depuis très longtemps. Elle disait qu'il pleurait souvent et qu'il n'aimait pas quand elle partait au lycée parce qu'il ne pouvait pas quitter la maison. Je crois que c'est quand elle a dit qu'il s'était fait bobo que j'ai vraiment eu peur. Elle m'a expliqué que Joseph saignait beaucoup de la tête et puis il a mal au ventre et il saigne encore. Ma fille n'écoute pas de films d'horreur ni rien de ce genre. J'en ai donc parlé avec son père et il ne comprend pas non plus d'où cela peut venir. Dernièrement, elle a commencé à faire des crises au moment de quitter la maison. Elle ne veut plus sortir. Elle a dit que Joseph est fâché contre elle quand elle part et qu'il pleure. Une nuit, elle est venue me réveiller dans la chambre en me disant qu'elle avait peur que la mère de Joseph vienne lui faire mal à la tête. Je lui ai posé la question et elle m'a dit que Joseph lui avait dit que c'était sa mère qui lui avait fait mal, mais qu'ils ne savent pas pourquoi. Je ne peux pas vous dire, je peux vous dire que là, j'ai vraiment eu peur. Mais le plus effrayant est à venir. Avant-hier, je jardinais avec ma fille et j'ai voulu planter un plant de citrouille dans un coin du jardin commun que l'on partage avec les deux autres locataires. Ma fille m'a appelé et m'a dit « Arrête !» Joseph lui avait dit que son chien faisait dodo là. Ça m'a extrêmement troublée. Et hier, je suis allée creuser à cet endroit. Eh bien, j'ai trouvé à environ 1 mètre de profondeur une grosse boîte en bois avec dedans ce qui semblait être des os de chien, ou en tout cas des os d'animaux. Mais ça semblait vraiment vieux. Il y avait des petits bouts, il y avait que des petits bouts et de la terre s'était filtrée. Je reste sage, mais pas trop. Du répulsif. Je vous surveille. Je suis modo. Après, l'animal, il était mort de vieillesse. Juste le petit garçon, il avait perdu son animal, tout simplement. Ou alors vous parlez d'autre chose. Pourquoi tu veux mettre du répulsif sur le toit? L'histoire suivante c'est aussi une histoire avec des amis imaginaires. Peut-être que vous en aviez un vous-même quand vous étiez jeune. Les psychologues vous diront qu'il y a plusieurs raisons pour expliquer le fait qu'un enfant s'invente un ami imaginaire. Parfois, un jeune enfant a seulement besoin d'avoir un ami spécial. Leur imagination est très vive et peut leur sembler presque réelle.
Parfois, ils se créent un ami imaginaire pour leur tenir compagnie et partager leurs pensées. Quelqu'un qui les écoutera toujours. Dans la plupart des cas, les psychologues ont sans doute raison dans leur explication. Serait-il possible que certains amis imaginaires des enfants soient plus qu'un simple produit de leur imagination? Et si une entité surnaturelle avait en fait pris contact avec l'enfant? Surtout s'il a un très jeune âge, un enfant n'y verrait rien d'extraordinaire. Les enfants sont purs. Il considérerait l'entité comme réelle et dans la plupart des cas ne serait pas effrayé, puisque les adultes ne seraient le plus probablement pas ouverts à reconnaître ou percevoir un fantôme. Il serait supposé que l'enfant a simplement une grande imagination. Croyez-le ou non, il y a eu des cas où des amis imaginaires se sont avérés être quelque chose d'autre. Que penseriez-vous si votre enfant rencontrait un ami imaginaire juste après avoir emménagé dans une vieille maison? Votre fille connaît son nom et peut-être vous racontera des choses sur elle, comme le lieu de sa mort. Je suis sûre que vous seriez un peu inquiet sur le fait qu'elle attribue une mort à son amie, bien qu'elle prétende la voir et lui parler tous les jours. Elle pourrait même l'inviter à table pour dîner. Maintenant, disons que vous êtes suffisamment inquiet à cause des déclarations de votre enfant. Son ami que vous décidez de questionner ne vous répond pas. Un des voisins vous informe qu'une enfant de ce nom a bien vécu dans cette maison, mais qu'elle y est morte il y a quelques années. Quand les circonstances de sa mort vous sont expliquées, vous réalisez que votre fille détenait de véritables informations que la plupart ne connaissaient pas. Aussi surprenant que cela puisse paraître à beaucoup d'entre nous, il n'y a aucun doute que quelque chose de plus que l'imagination est ici un jeu. Si cette fille était un pur produit de son imagination, comment connaîtrait-elle son nom? Comment est-elle venue à savoir d'autres aspects de la vie de cette fillette et de son décès? Je me suis endormie. Vous voyez, je vous l'avais dit. Je connais tellement bien Ryan. Je vous l'avais dit qu'il s'était endormi. Mais en fait, coucou Sévi, comment vas-tu? En fait, Ryan, il pense qu'il a attrapé la grippe, celle-là. Ah, mais c'est pas celle-là, c'est Jo. Ah là là, pauvre Ryan. Quand il y a un microbe qui passe, c'est toujours pour sa pomme. J'ai déjà remarqué qu'il était quand même assez fragile de ce côté-là, au niveau des microbes. Ça va, merci. Merci beaucoup. Malédie, Malédie, il s'en trompe, le pauvre, il voit plus clair. Il est là, il tape et il voit plus clair. Hier, je vous jure, Sylvie, elle m'a fait mourir de rire. Elle a rejoint le Discord et à côté du Discord, je voyais, vous savez, quand vous êtes en vocal, il y a un genre de petit, comment ça s'appelle? Un petit écouteur. Et je voyais le petit écouteur et je me dis, mais c'est quoi ce truc? Donc, je clique dessus et je vois c'est vide dedans. Donc, je me dis, je vais l'aider à sortir. Comment est-ce que je pourrais faire? Donc, je rentre dedans et puis j'entends parler. Je pense que ça devait être la TV chez toi. Je pense bien que c'était ta TV, je sais pas. Je sais que j'entendais parler. Et je clique dessus pour essayer de la faire sortir. À ce moment-là, il y a tout qui bug.
Donc, je vois qu'elle me fait un message sur TikTok. Donc, je lui envoie un message et je lui dis, je pense que tu es coincé dans le Discord. Et, euh, et en fait, j'ai réussi à la faire sortir. Une éponge à virus, le pauvre. D'ailleurs, en parlant de virus, je dois vous dire un truc après. Euh, on va encore lire une histoire et puis après, on pourra, euh, on pourra clôturer le live. Je fais jamais de long live le samedi. Le samedi, donc une ou deux histoires selon la taille de l'histoire. Alors, l'histoire suivante s'appelle Une nuit sombre. En rentrant, c'est le sommeil. Une nuit sombre, en rentrant du travail, j'étais éprouvée, fatiguée, exténuée. Je voyais flou, le soleil se couchait derrière la vallée. Je rentrais chez moi et me dirigeais vers ma chambre aussitôt. Je montais les marches qui craquaient sous mes pas. Inexorablement, j'ouvris la porte grinçante de ma chambre et je m'endormis sur mon matelas doux et soyeux. On pouvait presque s'y enfoncer tellement il était moelleux. J'éteignais la lumière, me laissant guider dans une ambiance pesante et à la fois troublante. Après quelques minutes, je sombrais dans un profond sommeil. Je me mis à rêver de deux citrouilles attachées chacune à un pilier de bois usagé dans un champ de blé fané et avachi. Je les trouvais si inexpressives que je décidai de prendre un morceau de bois pointu assez amoché qui était posé sur une flasque qui recouvrait des os. Avec ce bois, je leur dessinais de jolis yeux sur le visage. Toujours inexpressive, je creusais donc la bouche et pour finir, je plantais un morceau de bois au centre pour faire un nez et j'en ramassais une deuxième pour faire le second nez de la seconde citrouille. D'un seul coup, je me sentis comme heureux du résultat. La brume commençait à recouvrir l'intégralité de mon corps et je vis du coin de l'œil des citrouilles que j'avais travaillé, qui souriaient jusqu'aux yeux et qui commençaient à sécher. Quelques instants plus tard, je me réveillais debout à l'intérieur de mon garage, face à deux personnes assises, ligotées et mutilées, les yeux percés, la bouche creusée, vidées de leurs dents et le nez éclaté, formant un énorme trou au milieu du visage. De ma main tremblante et dégoulinante de sang, deux morceaux de bois pointus et assez amochés. Oh punaise, elle est glauque celle-là. En fait, il croyait qu'il rêvait, qu'il est occupé à redessiner des visages de citrouilles. Or, c'était sur des êtres vivants. Fais pas de bisous, ça, ça contamine tout le monde. Oui, c'est vrai, ça, c'était là, enfin, mais tiens-toi convenablement. Oui, Chadou, c'est Vaderetros Satanas Stella. Dégueu et glauque. Allez, on va faire la petite dernière. Euh, attendez. Je cherche après. Cette histoire s'appelle Origine. Ça sera la dernière de la soirée. Coucou Véro. T'arrives à temps, on n'a pas terminé. Romy était une petite fille de 7 ans. C'était l'aînée d'une famille peu nombreuse, composée de ses parents, de sa petite sœur Emma, âgée de quelques mois, et d'elle-même. Comme tous les soirs, François, son père, était assis
à côté de Camille, sa mère, tandis que les deux enfants étaient en face d'eux. La famille dînait tout en écoutant la radio. Un flash info soudain alarma sa mère. Victor Angus, un tueur en série condamné à perpétuité pour ses crimes, vient de s'évader de la prison de Bordeaux. Si vous habitez la région, nous vous recommandons très fortement de vous enfermer chez vous et, si possible, de vous munir en cas d'agression. La police fait actuellement tout son possible pour le retrouver. En attendant, faites très attention à vous. Coucou Cléo, comment vas-tu? Aussitôt, Camille se pressa d'aller coucher les enfants. À cet âge, Romy ne savait pas ce qui se passait et prit cela comme quelque chose de parfaitement normal. Sous les draps, la petite fille chercha désespérément le sommeil sans y arriver. Quelque chose l'en empêchait, mais quoi? Un mauvais pressentiment la fit grelotter de peur. Elle prit son courage à deux mains et décida de se lever afin de dormir avec ses parents. Mais avant, elle plaça ses oreillers sous la couverture sans vraiment savoir pourquoi elle allait faire ça. Arrivée près du lit de ses parents, elle se glisse sous les draps à côté de sa mère qui dormait d'un sommeil profond. La couverture était lourde et un peu poisseuse et elle avait un peu de mal à s'installer, mais elle arriva parfaitement à se positionner pour partir vers le monde des rêves. Le temps semblait suspendu, aucun bruit ne rompait le silence qui devenait de plus en plus pesant, mais malgré ça, Romy s'endormit dans les bras de ses parents. Le matin, étonnée de ne pas avoir été réveillée par les cris de sa petite sœur, elle se retourne vers ses parents et se fige. Ses parents étaient morts. Elle accourut dans la chambre d'Emma et passa devant la sienne et vit que son oreiller était éventré. Elle poussa la porte et vit sa petite sœur aussi tuée par un coup de couteau. Romy saisit le couteau et se jura de venger sa famille, peu importe le temps que ça prendrait. Depuis, elle traque ses victimes la nuit sous le nom de Track Night. On raconte qu'elle erre à la nuit tombée à la recherche de l'assassin qui a tué ses parents et sa sœur. Certains décrivent cette fille comme une petite fille en robe de nuit couverte de sang. D'autres la décrivent comme une jeune femme en chemise rouge, en short déchirés et en rangers. Dans tous les cas, elle a les cheveux mi-longs, raides, châtain clair, des yeux vert bleu et tient un couteau à la main et une photo de la famille. Elle erre la nuit en demandant aux passants « Savez-vous qui a tué mes parents ?» Si vous répondez non, elle vous tuera, car vous ne lui avez pas été d'aucune aide. Si en revanche vous répondez oui, elle vous demandera un nom. Et si vous ne lui donnez pas un temps ou que vous ne lui donnez pas le nom aléatoire, elle vous tuera. Le seul moyen d'échapper à la mort est d'y répondre. Qu'est-ce que j'aurais à y gagner si je vous le dis? Elle vous proposera un marché allant de la vie sauve à une vengeance en passant par un présent. Vous devrez alors donner un nom et l'adresse de la personne. Tracknight vous remerciera et vous laissera tranquille pour cette nuit. La personne dont vous avez indiqué les coordonnées aura été tuée durant la nuit. Vous aurez jusqu'à la nuit pour partir le plus loin possible. Plus vous êtes loin, plus vous serez tranquille longtemps. Mais ne l'oubliez pas, car elle ne vous oubliera pas. Ah oui, mais c'est une véritable catastrophe. Hein. Mais ça, encore une fois, c'est fait exprès. Hop. Merci, Sévie. Sévie est encore dans ma tête. Bon, j'éteins le feu. Non, merci, je ne veux pas de bisous. Moi, tu me fais peur.
C'est parce qu'on parle d'assassin qu'il me vient à l'idée une histoire que j'ai vécue lorsque j'avais 20, 22, 23 ans, plus ou moins. J'étais dans ma maison avec, dans la région de la Louvière, à Strépy-Bracny pour préciser, pour ceux qui connaissent la Belgique. Et j'habitais une maison de cité. Et j'avais ma fille qui était toute petite. Et à cette époque-là, j'avais 2 Yorkshire et un Basset. Et comment quelqu'un frappe à la porte et je ne sais plus dans quelles conditions il est venu chez moi, mais il m'a raconté qu'il était policier et que il y avait un prisonnier qui s'était enfoui de la prison et que il avait été vu dans la région où j'habitais. Donc, il me demande s'il peut rentrer pour m'expliquer. Donc, moi, je le laisse rentrer. J'étais jeune, hein, j'avais 21, 22 ans. Je voyais pas trop le mal. Peut-être 23 même, mais pas plus. Donc, je le fais rentrer chez moi. Et je lui sers un café. Et il fait pour donner un sucre à mon chien, donc parce que j'avais Bijou, mon plus vieux Yorkshire, et puis j'en avais un deuxième qui s'appelait Yuki. Et le Basset, lui, était sourd, donc quand il voyait des gens, il partait, il aboyait, il partait se cacher. Et mon chien refusait d'approcher ce monsieur, et ce monsieur a voulu lui donner un sucre. En autre temps, Bijou aurait pris le sucre, mais là, impossible. Il s'en va et quelques heures plus tard, mon voisin qui habitait au bout de la rue me dit écoute, il faut que tu fasses attention. Donc il m'explique et je vous jure, il m'a donné la description complète du gars qui était venu chez moi. Rien que de vous le raconter, j'ai des frissons qui me parcourent tout le corps. Donc, il a été dérangé, je pense, par le fait que mon chien l'aboyait et que je devais tout le temps m'occuper des enfants qui étaient en bas âge. À cette époque-là, c'était mes 2 premiers. Et il y avait ma fille qui courait et mon petit qui était en chaise, quoi. Et je pense que mon chien l'a dérangé et que comme ma pièce de devant, c'était dans une cité, donc ma pièce de devant était à même à la porte. Je pense que s'il avait fait quelque chose, mon chien aurait aboyé et mes voisins auraient entendu parce que j'avais des voisins quand même tout alentour de moi. Et je pense qu'il a été dérangé et qu'il est parti. Mais c'est quand même pour vous dire qu'il faut vraiment se méfier quand on fait rentrer quelqu'un chez soi parce que je vous parle d'une époque où on était quand même dans les années 90, hein, donc voilà, c'était pas comme maintenant.